Merci pour votre présence. Donc on va avoir un atelier consacré à l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Je pense que vous étiez au courant. Et donc on va essayer un petit peu de faire le point sur les découvertes majeures et puis sur toutes les petites problématiques qu'il peut y avoir autour de ça. Mais avant, moi déjà, j'ai besoin un petit peu d'être en interaction avec vous, de voir ce que vous pouvez me raconter. Alors déjà, est-ce que vous avez, vous, un petit peu une idée de ce qu'on peut dire sur... alors bon, il y a tellement de points sur l'émergence de l'espèce humaine. Est-ce que vous connaissez un petit peu les scénarios ou justement pas du tout, vous avez envie de... Disons qu'il y a eu plusieurs évolutions. Voilà, donc déjà il y a l'idée qu'on va être rattaché à un groupe qu'on appelle celui des grands singes, puisqu'on va parler un tout petit peu évolution au début. Bon, tout être vivant, on lui a donné un nom de genre et un nom d'espèce. Et puis bon, c'était en latin, au moment où on a commencé à faire ça. Et donc c'est la question traditionnelle déjà, est-ce que vous connaissez notre nom de genre et d'espèce? Quel est notre nom latin? Est-ce que c'est Homo sapiens. Homo sapiens, voilà. Hein. Donc le genre humain, et sapiens, c'est l'espèce actuelle. Et surtout, ce qui est assez marquant, c'est la seule espèce d'humains sur Terre, à l'heure actuelle, et depuis un bon moment. Ça, c'est pas forcément très banal. Hein. Généralement, pour un genre, il y a plusieurs espèces. Et surtout, l'homme, d'ailleurs, le genre Homo, il y a eu plusieurs espèces pendant longtemps qui ont cohabité ensemble. Mais il se trouve qu'actuellement, il n'y a plus que des Homo sapiens, effectivement. Alors après, on va voir qu'on va être regroupé avec d'autres espèces humaines, et puis après, on a d'autres genres qui vont être associés. Et l'histoire, un petit peu, c'est ça qu'on va regarder, et on va essayer le plus possible de toucher des crânes pour voir un petit peu, déjà simplement en touchant les crânes, comment on pourrait reconnaître Homo sapiens. Et d'abord, je vais vous faire jouer, hein, je vais vous laisser vous essayer de voir si vous repérez Homo sapiens dans une petite collection, on ne va pas en prendre trop. Puis après, j'ai plein d'autres crânes que je pourrais vous faire passer quand on abordera différents individus. Alors, sinon, pour repartir du tout début, on va dire très vite, là je le fais très brièvement, mais pour qu'on recadre, moi il y a une image que j'aime bien pour l'évolution, c'est on met des boîtes dans des boîtes, c'est un peu les poupées russes. Parce que sinon on peut parler d'arbres phylogénétiques, c'est des termes un peu complexes, et puis on fait des analogies avec les arbres généalogiques. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, parce que phylogénétique, c'est des arbres dont on garde les branches qui n'ont que des descendants actuels, ou presque. On va plutôt rechercher des parentés anciennes. C'est un peu complexe. Mais l'idée, si je fais les grandes boîtes, bon, on a la grande boîte des vertébrés, tous les êtres vivants qui ont un squelette osseux dans le corps. Il y aura la boîte des poissons, la boîte des amphibiens avec les grenouilles, la boîte des reptiles. Il y a la boîte des mammifères, qui donnent du lait à leurs bébés, notamment. Donc, on va être dans cette boîte-là. Et puis, au sein des mammifères, il y a une boîte qu'on va appeler la boîte des primates. Et on est dans cette boîte-là, avec d'autres. Est-ce que, éventuellement, déjà, vous avez une idée d'un caractère qui pourrait... Vous connaissiez le mot primate, j'imagine? Ouais. Est-ce que vous avez une idée d'un peu un caractère qui caractériserait les primates? Voilà, je vois quelqu'un qui fait des gestes. Parce que c'est effectivement souvent le caractère qui est parmi les plus connus. Donc, il y a les gens qui font des gestes avec les mains pour montrer, en fait, qu'il y a le pouce opposable ou séparé des autres doigts. Voilà, ça va être un des caractères des primates. C'est le fait qu'on a tous un pouce qui est séparé, on va dire opposable, qui va nous permettre d'attraper. En théorie, même la majorité des primates, ils ont ça aussi au niveau des pieds. Alors nous, évidemment, on est devenu un peu nuls au niveau des pieds, au niveau du gros doigt de pied, puisqu'on marche dessus. Mais enfin, nous, on est des bipèdes. Mais voilà, donc les primates, il va y avoir ça. Il y a beaucoup d'autres caractères. Hein. Ils ont une vision très frontale, c'est-à-dire que les yeux, au lieu d'être sur le côté, comme par exemple chez les chevaux, on a les yeux plutôt sur le côté du crâne, où ils vont être beaucoup plus devant. Il y a l'absence de griffes et des ongles plats. Vous allez avoir aussi un caractère souvent qui est évoqué, un cerveau qui est particulièrement quand même important par rapport à la taille globale.
Alors pour moi, hein, le cerveau plus gros, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, il faudrait définir l'intelligence, mais forcément, ça signifie qu'il y a des capacités nouvelles qui apparaissent. Puis par ailleurs, il y a des zones qui se développent moins éventuellement. C'est-à-dire qu'un cerveau plus gros, ça ne veut pas dire que tout est mieux. Au niveau de l'odorat, les primates sont peut-être moins bons que d'autres. Voilà. Mais l'idée, c'est on voit cette tendance. Il y aura aussi une formule dentaire typique. Hein. Les dents, c'est parmi les parties les plus dures du squelette, donc c'est quelque chose qui est très très souvent retrouvé en fossiles. Et donc les spécialistes des dents sont incapables de voir des choses incroyables pour moi, parce que moi, si on regarde des dents, ou même si on les touche, je ne saurais pas dire grand-chose. Il y en a qui vont vous différencier une dent d'antilope ou de gazelle, comme ça. Et donc, ils ont repéré notamment hein, que tous les primates ont une formule dentaire qui est incisive canine, molaire, prémolaire. Voilà. Et puis, un dernier point, souvent, hein, qui est associé aux primates, c'est un comportement social. Et l'idée, notamment, qu'il y aura un soin assez important apporté aux enfants. Donc, tous ces caractères, on les a, donc on fait partie du groupe des primates. Voilà. Alors, les primates, hein, dans le langage courant, c'est les singes et nous, en gros. Hein. On sait que voilà. Alors après, les singes, scientifiquement, c'est défini de manière plus précise, puisqu'il y a un groupe de primates que normalement on n'a pas le droit d'appeler singes, notamment les lémuriens qui vivent aujourd'hui à Madagascar. Ce sont des primates qui n'ont pas de nez. Et normalement, un singe, c'est des primates qui ont du cartilage là au niveau du nez, ce qui nous permet, nous, de tenir notre masque. C'est pratique, mais c'est pas pour ça, évidemment. C'est comme ça. Mais les lémuriens, par exemple, plutôt une truffe, comme les chats, les chiens. Hein, une sorte, un côté où les narines et les lèvres sont plus en contact. Voilà. Donc on va repérer comme ça des caractères. Donc en gros, si on a les singes, alors ça, bon, des primates, il y en aurait depuis 60 millions d'années, hein, ce seraient les plus vieux fossiles. Puis après, donc, on va avoir vraiment des singes, donc des primates qui ont un nez. Et à un moment, ces primates qui étaient un peu partout dans le monde, pour des causes climatiques, ils vivaient globalement dans les arbres. Hein. À un moment, au nord, il y a moins, vraisemblablement, un peu disparition des forêts aux habitudes de vie, donc ils vont avoir tendance à se réfugier dans deux zones, l'Amérique du Sud d'un côté et l'Afrique de l'autre. Et puis, quand on regarde peu à peu, hein, c'est par le biais de la découverte des fossiles, on va constater que notre histoire, eh bien, elle va être reliée à ce groupe de primates qui s'est développé en Afrique. C'est-à-dire que tous les primates, ce qu'on va appeler les singes du Nouveau Monde en Amérique du Sud, aujourd'hui, vous avez les Ouistiti, les Sapajous, ne sont pas liés à notre histoire. Notre histoire, elle est liée avec celle d'un groupe donc, de singes en Afrique. Donc au début, vous avez des singes. La forme classique de tous ces singes d'Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les macaques, les babouins, hein, pour les formes actuelles. Mais à un moment, il y a à peu près 20 millions d'années, on va trouver un fossile en Afrique qui vraiment pourrait ressembler aux ancêtres des macaques, sauf qu'il y a une innovation, enfin une nouveauté qui apparaît, c'est que ces singes n'ont plus de queue. Il n'y a plus d'appendice caudal. Alors, nous, on a tous des vertèbres dans le dos, hein, des petites vertèbres qui peuvent se prolonger dans le cou pour faire les cervicales, et puis, donc, dans la plupart des singes, elles vont se prolonger aussi pour faire ce qu'on appelle l'appendice caudal. Alors, les os, ça ne tombe pas dans l'évolution, il n'y a pas un os qui disparaît, donc c'est plutôt qu'ils vont commencer à moins se développer, à se souder, à devenir de plus en plus petits. Et donc là, je vais vous faire passer... Alors, je vous fais peut-être d'abord passer des gants, hein, pour pouvoir toucher. Donc voilà, j'ai une boîte avec des gants, peut-être vous prenez deux gants, et je vous ferai passer un petit os où on voit en fait en quelque sorte les restes de toutes ces petites vertèbres qui étaient dans la queue, qui vont se souder pour donner un petit os qu'on a tous en bas de notre colonne vertébrale, qu'on appelle le coccyx. Alors je ne vous conseille pas de vous le casser, apparemment ça fait très très mal. Et donc ça, après ce groupe, hein, j'en profite pour ce groupe des primates qui ont un coccyx. On peut lui donner plusieurs noms. Alors, c'est des terminologies qui sont complexes. Moi, des fois, je donne les noms au cas où vous ayez entendu parler. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Hein. Mais souvent, on appelle ça les hominoïdes. Hein. Donc, à chaque fois, déjà, il y a un peu le mot homme. Parce qu'aujourd'hui, on sait que finalement, on sera issu, on fait partie de ce groupe-là. Alors, voilà mon petit coccyx. Donc, vous sentez peut-être qu'il y a plein de petites, voilà, comme des petites vertèbres collées, soudées. Et là, on peut dater celui-là, a priori, ouais, je pourrais, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, ce sont des moulages que vous avez. Hein, je ne vous présente malheureusement pas de vrais fossiles. C'est rare, c'est fragile. Si moi, je les touche tout le temps en exposé, je risquerais à force de les abîmer. A priori, comme celui-là, c'est celui de Lucie. Je pourrais le dater, sinon, non, j'aurais pas pu. Donc il se présente, c'est comme ça. Donc dans ce cas, je vous dirais qu'il a près de 3,5 millions d'années. Mais a priori, hein, l'émergence de tous ces singes sans queue, ce serait il y a autour de 20 millions d'années. Hein. On est déjà il y a très longtemps quand même. Hein. Vous voyez là, on n'est pas encore dans l'histoire
de l'humanité, en quelque sorte, hein, du tout. On est là-dedans. Ouais, il y a une question? Oui, je voudrais savoir la séparation entre l'homme et les primates. Ah bah, on va y venir, justement. Alors, il n'y a pas de séparation entre l'homme et les primates. Hein. L'homme, il est dans la boîte des primates. Ah oui, Voilà, mais on va y arriver à ce que vous voulez dire, justement. Donc, l'idée, c'est qu'on a ça. Mais là-dedans, dans cette boîte des hominoïdes, des singes sans queue, il y en a plein. Alors, si je ne parle que de ceux, évidemment, qui existent aujourd'hui, en gros, on va avoir d'abord le groupe le moins connu, on les appelle les gibbons. Ils se trouvent plutôt en Asie aujourd'hui. Moi, je les aime bien, ils ont des grands bras de cascadeurs, ils poussent des grands cris dans les eaux, ils font un show rigolo et tout, c'est assez marrant, ils font des ouh, 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 des choses. Ou alors ils sifflent presque, ils chantent, quoi, on dirait. Après, vous allez avoir les orang-outans, le groupe qui va donner les orang-outans actuels. Après, vous aurez le groupe qui va donner les gorilles actuels. Puis après, en gros, si je termine comme ça, comme des branches qui séparent, j'ai deux branches. Alors, peut-être que vous le connaissez, d'ailleurs, j'aurais pu vous le faire deviner. Le singe actuel qui, génétiquement, par exemple, mais pas que génétiquement, ça a été repéré aussi justement au départ, on n'avait pas la génétique, on le faisait en étudiant les fossiles, hein, les os. Voilà, on sait qu'on est très proche du chimpanzé actuel. Donc il y a un moment, l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir de portrait robot, de nom précis, hein, de l'ancêtre commun, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a un moment, probablement autour de 10 millions d'années en Afrique, vous avez un groupe de primates. Moi, on ne va pas donner de nom, je crois que c'est très complexe d'imaginer ça. Puis, c'est des temps très longs. Hein, mais imaginons ce groupe de primates, ils vont être séparés en deux. Peut-être même pas moitié-moitié, ils ne sont pas forcément très nombreux. Hein, et ils vont avoir 10 millions d'années pour évoluer chacun différemment. Et ce qui est important, en fait, c'est que pendant ces périodes, ils ne se voient probablement plus, entre guillemets. En tout cas, ils n'échangent plus de gènes, ils ne font plus de bébés ensemble. Et donc, on va avoir d'un côté et de l'autre, une évolution différente. Et d'un côté, ça arrivera au chimpanzé actuel, et de l'autre, plutôt à ce qu'on appelle, à l'homme moderne. Et donc, on aura toute la lignée humaine. Alors, ce groupe, ce moment, donc, qui serait autour de 10 millions d'années en Afrique, il marque déjà une première divergence importante. Hein. On ne va plus du tout évoquer maintenant l'histoire de tous les autres primates. On va se concentrer sur ceux qui feraient partie de l'embranchement qui amènera à l'homme moderne, sachant que maintenant, la vision de l'évolution, c'est que c'est un buisson super complexe. Parce que vous allez voir, là, on va toucher plein de crânes. Et moi, à aucun moment, je vais vraiment me permettre de vous dire, alors lui, c'est l'ancêtre d'un tel qui va donner un tel. Ça paraît tellement compliqué que c'est pas évident. Mais on va voir que selon les périodes, évidemment, on a des groupes, des genres nouveaux, enfin des espèces, voire des genres nouveaux qui apparaissent et qui nous permettent d'ébaucher un scénario avec plein de questionnements. Mais ça, c'est les grandes lignes qui sont vraiment... je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre, dans Science, rien n'est gravé dans le marbre, mais là, qui sont clairs. Voilà. Merci. Donc, on va quand même commencer, d'ailleurs, moi j'ai envie, parce que ça j'aime bien pour commencer à discuter. Je vais vous passer les crânes. Alors, je vais en prendre, moi j'en ai 3 de ceux-là, j'en ai 3 de chaque, là, presque, ouais. Je vais vous mettre des crânes. Je vais d'abord commencer avec le premier rang, peut-être, puis après, on passera derrière. Je vais vous en mettre 3. Parce que ceux-là, je les ai en triple. Je vous mets 3 crânes. Donc ça, c'est 3 crânes différents. Alors, ouais. Et l'idée, c'est, est-ce que pourquoi il m'en manque un? En les touchant, en essayant comme ça de jouer avec, vous pouvez imaginer lequel serait celui de Homo sapiens, c'est-à-dire nous, notre crâne. Hein? Voilà. Ah ben voilà, après on va discuter du pourquoi vous choisissez un tel, c'est ça le jeu, hein, c'est que déjà vous me dites, en fait il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, on peut se tromper, l'essentiel c'est qu'on discute pour se dire, tiens, pourquoi je pense que c'est tel crâne, et dès que vous en avez trouvé, vous avez choisi, on passera derrière pour ceux qui, puisque là j'en ai pas assez pour tout le monde en même temps. Hein. Alors là-dedans, hein, je précise, donc vous avez a priori, j'ai que des adultes. Il y a donc un Homo sapiens, puis un Homo autre chose, et puis il y a encore autre chose. Voilà. Donc l'idée c'était, vous pensez avoir trouvé l'Homo sapiens?
Ouais. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore. Bah ouais, voilà, c'est pour ça. Dès que vous pensez l'avoir trouvé, on va passer derrière. Et puis jouer. On va passer par là. Après, on va discuter ensemble, hein. Dis pourquoi. Les orbites. Regardez les orbites. Bon, bah, on pense que là, il s'indique. Celui-là? D'accord. Là, le crâne, les orbites. Tu restes le sur celui-là, face. toi, je Julie pense Vous préférez celui-là, d'accord. J'ai reconnu votre visage. Bon, on passe les deux autres derrière. Ces deux-là? Voilà. Voilà, comme ça qu'ils jouent avec les mêmes. Les deux autres. Donc voilà, on a déjà des petites... Différents. On le remet là peut-être, non C'est ça. Mais on a le droit aussi de ne pas avoir d'idée d'ailleurs, hein. Le but, c'est de voir un petit peu, déjà, vous, comment vous dites, pourquoi vous... Ah, comment vous pourriez imaginer. Ça c'est le petit. Ça c'est le petit. Donc déjà, voilà, hein, on va peut-être commencer à... Déjà, voilà, il y en a beaucoup qui me disent, bah, il y en a un petit, et puis il y en a deux gros. On dirait presque un enfant. Là. Voilà. Donc a priori, est-ce que ça peut être nous, lui, si j'ose dire? Est-ce que le petit, ça pourrait être Homo sapiens? Non. Bah déjà, si je vous dis qu'il n'y a pas d'enfant, et que vous vous dites, bah, il y en a un qui est vraiment petit, on peut se dire, bon, c'est peut-être souvent, hein, moi, d'habitude, quand on m'en propose des différents avec ce jeu, ou des fois j'en donne un peu plus, on me choisit toujours les plus gros. C'est-à-dire que finalement, tout le monde sait un petit peu que, au cours du temps, C'est le moyen. le volume du cerveau va augmenter, quand même. Tout le monde a joué? Ouais. Tiens, c'est celui. Tiens, ça en a un troisième. Alors, C'est le troisième, ça serait peut-être. Non, c'est bon. comment vous décririez les principales différences entre les trois? Donc il y en a un Ils ont petit. chacun une taille différente. Ils ont une Déjà, voilà, ouais, ils sont pas, les deux gros sont pas exactement Oui, ils non sont plus pas- il y en a pareils, qui- hein. oui. En plus, ça peut être, on imagine bien, même là, je suis pas sûr qu'à chaque fois vous ayez complètement les mêmes doubles. Hein. J'ai peut-être pas exactement, je sais qu'il y en a, j'ai deux fois le même crâne, mais c'est pas toujours le cas. Donc de toute façon, comme entre tout individu, déjà entre nous, on n'a pas tous la même taille exactement. Mais en revanche, le petit, on est bien d'accord, lui, il est vraiment beaucoup plus petit hein, par rapport aux deux autres. Donc le petit, c'est évidemment, c'est trop petit. Le petit, a priori, au moins pour deux d'entre eux, mais même je crois le troisième, qui est un autre moulage, c'est une célébrité. Voilà, c'est une jeune femme hein, qui était découverte en Éthiopie, on en reparlera tout à l'heure, qui était appelée Lucie pour son petit prénom. Je ne sais pas si vous connaissez son nom latin, qui est en fait le plus important pour nous, mais elle n'est pas homo quelque chose, elle, justement. Elle est... C'est un astrolopithèque. Et très bien, elle est Australopithecus, afarensis, pour ce qui concerne Lucie. Alors Lucie serait plutôt il y a 3,5 millions d'années. Mais j'y reviendrai. Hein. Donc après, entre les deux gros, quelle différence notable peut-être vous avez senti qui vous ont permis éventuellement d'en choisir un? Le gros, oui, c'est au niveau des yeux, c'est Les arcades. les Voilà. arcades. On Voilà. sent bien qui ressortent bien. Exactement, il y en a le plus un, gros, en fait. il y en a un où on a vraiment l'impression qu'il y a des orbites C'est plus au-dessus prononcé. des yeux, là, des arcades énormes, en relief, proéminentes. Ça fait qu'on pourrait presque se dire qu'ils n'ont pas de manteau, de front. Vous voyez, ça remonte presque direct. Donc ça, c'est généralement un des critères les plus marquants. C'est qu'Homo sapiens, il y a vraiment quand même un visage aplati, qui est lissé. Et puis si vous le reprenez pour ceux qui l'ont encore, celui qui a les orbites, vous verrez qu'il a un crâne qui est quand même qui fait un peu ballon de rugby, qui est très, très allongé, avec comme une petite bosse à l'arrière, qu'on appelle un chignon osseux. Et il y a un côté beaucoup plus allongé, que nous, on a finalement, effectivement, vraiment comme une face plate, et puis une tête que, comme moi, des fois, j'ai envie de le faire avec les mains, comme si je m'aplatissais le visage devant, derrière, ce qui va vraiment être ce qui permet de caractériser Sapiens. Sur celui que vous avez, bon, je vous le dis maintenant, hein, c'est un Néandertal, Homo néandertalensis. Celui qui a les grosses orbites et qui a le crâne très allongé. Hein. Et souvent aussi, alors lui, moins que d'autres, ils vont avoir justement, nous aussi, le côté aplati, c'est que si vous prenez votre bouche, là on ne peut pas avec les masques, hein, mais si on veut imiter un singe, moi c'est ce que je fais avec les enfants, tout de suite j'ai tendance à faire comme si j'allais faire un bisou, voilà, j'en fais mes mâchoires, et ça donne un côté qu'on appelle prognate, quoi, une mâchoire inférieure aussi assez, enfin les mâchoires, plutôt la bouche proéminente, et ça on va le retrouver beaucoup chez
des ancêtres de Sapiens, et plus du tout finalement chez Sapiens. Sapiens, il y a vraiment ce côté, on va perdre aussi ce côté prognate. Et puis il y a un dernier point que vous ne pouviez pas voir, parce que vous ne l'aviez pas, c'est au niveau de la mâchoire inférieure, voilà. Je vais vous faire passer deux os, c'est la mâchoire inférieure de Néandertal et celle de Sapiens, et vous pourrez sentir que il n'y a pas forcément les dents. Hein. Chez Néandertal, il n'y en a presque plus. Mais on sent que quand on descend sous les dents, ça descend tout droit, quoi, presque, ou à la limite presque un peu vers le dos. Alors que chez Sapiens, ça commence à descendre, puis ça rebique vers l'avant. Effectivement, je l'ai entendu, hein, Sapiens, ça va être le seul qui a un menton. Ah oui. Voilà. Hein. Donc je commence par vous, je vous donne les deux mâchoires. Voilà. Et si vous arrivez, vous pourrez sentir peut-être chez Sapiens le petit menton. C'est assez, c'est petit, c'est fin quand même, hein, c'est pas très sensible. Voilà, il y en a une où il n'y a pas de menton. Je peux vous en passer d'autres. Ça me dérange pas. Voilà. Il n'y a pas de manteau. Et non, Vous le sentez? oui. Ouais, ça se remarque. Je vous le toucher. Oui, non, c'est bon, parce qu'en fait, là, c'est... Je passe ça. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, déjà, on a regardé quelques caractères Il y a les simples, deux. parce qu'effectivement, moi, je ne pourrais pas, de toute façon, rentrer dans des détails, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, toucher les crânes, ça va permettre, pour les spécialistes, de sentir des tas de zones qui vont être typiques d'une espèce. C'est-à-dire que, en fait, ce petit jeu-là, déjà, qui est simple pour nous parce qu'on prend des grandes lignes, il va être assez important. C'est comme ça que les gens vont peu à peu découvrir qu'il y a différentes espèces à différents moments, essayer de les relier. Et pendant très longtemps, les filiations pour espèces humaines, c'était lié à cette affaire-là. Alors aujourd'hui, évidemment, on a des découvertes avec la génétique. On a trouvé de l'ADN de Néandertal, mais il faut bien comprendre que ça peut nous aider pour les périodes plus récentes. Et encore, quand je dis ça peut nous aider, ça peut aussi poser plein de questions et de problèmes. Mais l'idée, c'est que de toute façon, quand on va remonter très loin, on n'aura pas ce secours d'avoir une filiation qui serait plus génétique, qui encore n'est pas la vérité absolue, c'est pas si simple. C'est actuel en ce moment. Voilà, c'est ça. De Hein. Néandertal Je ne sais pas trop, mais à mon avis, au-delà d'1 million d'années, je ne suis pas certain qu'on arrive à trouver grand-chose. En tout cas, dès qu'on va être à 3 millions d'années, du moins pour l'instant, parce que bon, moi, pendant un moment, je pensais que de toute façon, je ne pensais même pas qu'on trouverait des gènes de Néandertal, donc on en trouve, donc méfions-nous. Mais a priori, là, l'ADN conservé dans les roches, au bout d'un moment, c'est peut-être quand même complexe. Et ils disent que les formes graves de Covid, peut-être, auraient un rapport. J'ai lu ça, ouais. On aurait trouvé un gène qui serait hérité de Néandertal, voilà, ouais, qui serait responsable de réactions un peu violentes par rapport à cette maladie. Donc ça a l'air intéressant. Bon, va falloir suivre l'affaire. Mais le pauvre Néandertal, il y est pour rien, il ne savait pas. Mais bon, voilà, oui. Alors, on y reviendra de façon à la fin, je pense, un tout petit peu sur ces histoires. Mais maintenant, moi, je voudrais repartir un peu du début. Parce que donc, on a la branche, on s'est séparé avec l'ancêtre des chimpanzés. Donc, tout ce groupe, on va appeler les hominines. Donc, les hominines, il y a le genre humain et puis il y a les autres. On a déjà évoqué qu'il y a par exemple les australopithèques. Ils feront partie de ce groupe-là. Hein. Et donc, il y a des petites polémiques sur les plus anciens. C'est très compliqué d'arriver à se mettre d'accord. Apparemment, c'est normal, hein, on va avoir des tout petits restes sur ceux qui seraient en théorie les premiers hominines, des premiers représentants. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Sahelanthropus tchadensis. Non, bien sûr que non, souvent c'est pas comme ça qu'on vous l'appelle. Mais il y a un petit prénom qui est plus connu, qui a été nommé Toumaï. Ah oui, Ah, donc Toumaï, il aurait 7 millions d'années, et lui, on va le trouver à l'ouest de l'Afrique, ce qui a posé quelques questions, puisque pendant longtemps, on pensait que l'émergence de la lignée humaine aurait été plutôt à l'est de l'Afrique, et c'est aussi parce que c'est à l'est qu'on va trouver énormément de fossiles. Hein. Alors Toumaï, la polémique, c'est que ce serait peut-être plutôt un ancêtre de gorille, pour beaucoup. Hein, personne n'est d'accord. Et à un moment aussi, il y avait l'idée que l'un des arguments pour dire que c'était un ancêtre des humains, c'est qu'il était debout, qu'il serait bipède, alors qu'on n'a que son crâne. Hein. D'ailleurs, le crâne de Toumaï, je crois que je l'avais amené, mais je ne le vois plus. Ah bah oui, il est tellement petit qu'il est caché. Je vais vous le faire passer, vous allez voir, c'est tout petit. Alors en plus, il est tordu parce que la pierre est abîmée. Ça ne veut pas dire que le pauvre Toumaï a une tête tordue, hein, mais c'est que la roche a été abîmée pendant que le squelette s'est transformé en pierre. Il peut y avoir des effets où c'est un peu écrabouillé par les sédiments. Hein. Pour rappel, les fossiles aussi, on n'en a pas des masses parce que généralement, si vous mettez un os dans la terre, il va devenir poussière. Il ne va pas se transformer en pierre comme ça. Donc souvent,
la fossilisation, ça nécessite de l'eau, des sédiments, des sortes de boue durcie ou des conditions très particulières. Ce qui fait que, hélas, hein, tout individu qui, après sa mort, laisse ses os, vont pas forcément devenir fossiles pour nous permettre de tout comprendre. Donc on a, voilà, Toumaï, à ma connaissance, pour l'instant, il y a un représentant, ce crâne, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Donc ça manque. Hein. Et juste avec le crâne de Toumaï, on a évoqué qu'il marchait debout parce qu'il a un trou, qu'on appelle le trou occipital, qui est le trou qui permet à notre colonne vertébrale de s'embrancher dans notre crâne pour que notre cerveau communique avec la moelle épinière. Et il disait, c'est quand vous êtes bipède, vous avez une colonne vertébrale bien verticale, et donc elle se branche dans votre crâne par un trou qui va être horizontal. Alors que si vous marchez à quatre pattes, un peu comme les gorilles, les chimpanzés, eh bien, votre colonne vertébrale va arriver penchée, en biais, courbe, et donc vous avez un trou qui va être penché. Et notamment monsieur Brunet, hein, qui avait découvert Toumaï, un paléanthropologue français, trouvait qu'il y avait un trou occipital horizontal. Sauf que depuis, il y a eu des études, notamment, il y a Brigitte Sonu, une muséum d'histoire naturelle, qui avait fait des études sur les gorilles actuels et qui avait repéré que certains gorilles actuels marchaient à quatre pattes, mais avaient quand même un trou occipital plutôt horizontal parce qu'ils avaient une tête un peu plus grosse. Donc il y a eu tout de suite comme ça des arguments, des échanges d'arguments pour essayer de dire est-ce que c'est sûr? Vous voyez, hein, c'est un peu la course à l'échalote, j'ai envie de dire. Bon, est-ce que... Parce qu'en plus, on a fait la découverte après d'Aurorine, qui lui serait plutôt à l'est de l'Afrique, on l'aurait découvert au Kenya, 6 millions d'années, un peu plus jeune, où lui, on a plutôt des membres inférieurs qui prouveraient qu'il était plutôt bipède. Donc pour certains, c'est plutôt Aurorine qui serait l'ancêtre, voilà. Donc là, moi, je ne vais pas aller plus loin dans ces prémices, puisque c'est très difficile de se mettre d'accord. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y avait une idée que l'Afrique de l'Est aurait pu permettre l'émergence du genre humain, parce que, en fait, en Afrique de l'Est, vous avez deux grandes vallées tectoniques qui se sont formées il y a à peu près 8 millions d'années, 7-8, hein, de toute façon, pareil, tout ça est assez long quand même, qu'on appelle les grandes vallées du Rift est-africain. Donc, c'est des grandes vallées à fond plat bordées de très hauts plateaux. Et l'idée, c'est que la formation de ces vallées, qui forment donc des hauts plateaux, et le plateau le plus occidental, le plus à l'ouest de l'Afrique, qui va border le Rwanda, le Congo, il pouvait bloquer les nuages qui venaient d'Amérique du Sud, qui arrosaient à l'époque toute l'Afrique. Et là, du coup, à cause de l'émergence de ce relief autour des vallées et des nuages bloqués, eh bien, il ne pleuvait vraiment beaucoup qu'à l'ouest de l'Afrique, où seraient restées toutes les forêts tropicales et donc auraient évolué dans les arbres les petits primates qui vivaient dans le coin. Et de l'autre côté, on aurait un climat plus sec, donc de moins en moins de forêts remplies d'arbres équatoriaux tropicales. Et donc, cet assèchement, entre guillemets, aurait favorisé l'évolution vers une espèce des groupes plus bipèdes qui se déplacent entre les arbres. Voilà un petit peu le modèle qu'on a appelé à un moment East Side Story, parce qu'il y avait le film West Side Story, mais ça n'a rien à voir, mais effectivement, c'était assez mignon. Mais bon, voilà, il y a eu des découvertes à l'ouest qui faisaient que, est-ce que ça marche vraiment, cette histoire, qui posait problème. Et puis l'idée quand même qu'il ne fait pas tout de suite très sec quand même à l'est, alors que déjà émergent les australopithèques, etc. Donc, c'est peut-être... Mais l'idée est belle, puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce qu'on appelle on explique, ce que vous vous rappelez, le petit modèle très simple que j'ai fait au début, où je disais, il y a plein de primates, puis je sépare deux groupes. Qu'est-ce qui les sépare? Là, on avait cette barrière géologique qui pourrait expliquer pourquoi il n'y aura plus d'échanges, notamment de gènes, plus de contact entre deux groupes, et donc pendant longtemps, un isolement des deux qui fait que chacun va évoluer à sa façon. Donc ça, c'est assez beau quand même, hein, et c'est assez intéressant. Donc voilà pour les prémices, puis après, donc, on arrive avec ces fameuses australopithèques. Donc vous avez tous eu Lucie dans les mains. Alors en fait, le crâne de Lucie, ce qu'on en a trouvé, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas sur tous. Des fois, on sent qu'il y a des petites choses en relief. En fait, là, on vous donne des crânes où on a reconstitué toute la tête. Mais si on avait trouvé que Lucie, je ne pourrais absolument pas vous montrer toute sa tête, parce qu'on n'a pas énormément de choses de son crâne, en fait. On a une mâchoire inférieure et des petits morceaux du crâne. Mais les australopithèques, on les connaît bien, on va en trouver plein. En gros, on pourrait dire qu'ils vont vivre de peut-être des 4 millions d'années, peut-être même un peu avant, jusqu'à 1 million d'années. Ils vont durer très longtemps, les australopithèques, et être assez représentés dans plusieurs régions d'Afrique. Il y a aussi beaucoup en Afrique du Sud, on va trouver des individus. Alors vers la fin, je vais vous passer des crânes. Pareil, bon, j'en ai pas assez, on va commencer par les deux du premier rang. Merci. Voilà, et vous là. Oh, du balèze. Ouais, c'est du balèze. Si vous avez encore Lucie près de vous, vous pouvez comparer.
Hein. Et ben ça, c'est un Australopithèque tardif. Alors, là-dessus, il y a eu des... On a donné différents noms. Voilà, et ben justement, on les appelle des Australopithèques robustes, alors que Lucie ferait partie des Australopithèques graciles, fins, gracieux, on pourrait dire. Alors parfois, certains ont quand même carrément décidé que plutôt que de dire que c'est des Australopithèques robustes, on leur donne un nouveau nom de genre, on les appelle les paranthropes. Voilà, bon, ben vous voyez déjà, hein, voilà, il faut savoir si que les paranthropes, c'est les Australopithèques tardifs, mais certains continuent à dire non, on ne va pas s'embêter avec paranthropes, c'est les Australopithèques robustes. Alors, vous avez peut-être senti qu'au sommet du crâne, il a comme une crête osseuse, comme une crête, hein, voilà. Et ça, pourtant, si je vous remets Lucie, bah, alors l'idée c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, je ne vous l'ai pas encore dit, hein, d'après les dents et tout, ce sont plutôt des individus qui au départ mangent plutôt des plantes, sont plutôt végétariens. Et il y aurait un changement de régime, notamment lié au fait qu'ils devraient manger des végétaux plus coriaces. Ça, c'est de plus en plus, ça, c'est devenu de plus en plus sec. Donc, ce serait pire que le chewing-gum. Il faudrait mâchouiller des tubercules ou des choses. Et donc, vont être favorisées les formes qui ont des énormes masséters, les gros masticateurs, qui du coup vont s'accrocher au sommet du crâne. Voilà. Alors après, c'est peut-être aussi un régime qui est peut-être aussi qui commence à être peut-être plus omnivore pour certains. Enfin, en tout cas, il y a clairement quelque chose qui est lié à une modification du régime qui peut s'associer aussi à une modification du climat. Et eux, ils étaient tout le temps debout Alors voilà, bon, on va y venir à ça. Mais donc, c'était pour vous montrer, hein, rien que l'évolution déjà des Australopithèques, vous voyez, il y a des différences assez notables qui peuvent être senties. Alors, en termes de volume de cerveau, en revanche, ce n'est pas forcément notable. Parce que vous l'aviez tous dit, ce qu'il y a avec les Australopithèques, c'est que c'est encore un crâne assez petit. On va être vers 450, 500 cm3, hein, c'est variable. Mais nous, notre cerveau, on peut monter, je crois, jusqu'à 1500 cm3. Vous voyez, là, on serait à 3 fois moins presque. Hein, ça reste donc très petit. Et les Australopithèques, ce qui va les caractériser, et ce qui les a rendus célèbres notamment, c'est qu'effectivement, clairement, ils sont bipèdes. Mais ils vivent encore beaucoup dans les arbres. Ils ont des caractères de grimpeurs au niveau des doigts, au niveau des bras, certains os au niveau qui montrent qu'il y a encore une brachiation, le fait de se pendre aux branches. Hein. Ils ont tout ça, mais ils ont clairement aussi des tibias. Donc tout le monde voit où est le tibia, hein, l'os du bas là, de nos jambes, qui sont relativement épais, comme chez nous, alors que chez les chimpanzés, qui par exemple marchent à 4 pattes au sol, on a des tibias très fins. Et on peut interpréter le tibia épais comme quelque chose qui correspond à une démarche bipède, puisqu'il vaut mieux avoir des tibias costauds, puisqu'ils vont supporter quand même une grande part du poids de notre squelette. Donc on va trouver très vite, et c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir les rapprocher de notre histoire, les arguments. Alors après, le fait d'être bipède, c'est un vrai problème, parce que pendant longtemps, on considère que la bipédie, c'est purement les hominines, quoi. Hein, c'est notre histoire. Or, il est possible que des ancêtres de singes aient pu se déplacer debout dans les branches. Il y a des découvertes qui sembleraient montrer ça. Donc, est-ce que la bipédie est née au sol? C'est pas sûr. Elle a pu naître dans les arbres et puis on descend du sol et on reste debout ou on se met à 4 pattes. Voilà, il y a des petites questions là-dessus. Donc, on va peut-être casser un petit peu à nouveau ces images avec l'idée des pauvres petits singes qui se redressent, qui est déjà une très mauvaise image puisqu'on a parlé d'évolution. C'est pas un singe qui se met debout. C'est pas non plus un petit malin qui dit aux autres, hey, les gars, quand on est debout, on voit le lion qui nous attaque, vous voyez. Là, des fois, il y a des présentations dans des films où j'ai l'impression qu'on résume l'évolution à un malin qui a eu la bonne idée de... Non, c'est un processus très long, des modifications anatomiques, c'est pas un choix. Tout comme quand à un moment, il y a des changements de régime, c'est pas, il y en a un pas un qui dit ah, demain je suis végane, quoi. C'est un peu plus complexe. En termes pour l'évolution, après, ça, voilà. Donc pour les Australopithèques, vous voyez, on va avoir une grande période, ils vont être là en Afrique, et puis à un moment, on va avoir émergé des nouvelles caractéristiques anatomiques qui vont représenter les premiers du genre Homo. Alors, a priori, le premier en tout cas qu'on trouve, ça va être Homo habilis. Donc là, on va être à 2,5 millions d'années à peu près. Et puis très vite, après, on va en trouver un autre qu'on va appeler Rudolfensis parce qu'il est un peu plus... bon, ça c'est lié à un lac Turkana qui s'appelait le lac Rudolf avant, je crois. Et sinon, vous allez voir, je passe les deux, habilis et Rudolfensis, et en les touchant, vous allez voir qu'il y en a un qui est quand même un peu plus robuste que l'autre. Vous en sortez. Hein. Il y en a un qui est un peu plus robuste que l'autre. Mais en revanche, on aurait trouvé des Rudolfensis un peu plus anciens, peut-être 2,8 millions d'années, voire 3. Hein. Donc voilà l'émergence du genre humain.
Ça pourrait être par là. Alors, il y a aussi plein de soucis qui se posent, de questions qui se posent. Pour beaucoup, quand même, il viendrait des australopithèques, c'est ce genre Homo, puisqu'on a essentiellement des australopithèques en Afrique pendant un bon moment. Mais certains, entre autres, en étudiant la démarche des australopithèques, on a un endroit où on en trouve des traces de pas qui semblent être ceux d'australopithèques, parce qu'en même temps, c'est toujours le même problème. Hein. Quand vous trouvez des traces de pas, c'est une absence. Ils n'ont pas écrit leur nom, on n'est pas Hollywood, ils n'ont pas mis Lucie et Bébert, hein. Ils ne sont pas morts à côté. Mais donc, on a des traces de bipèdes. Vu l'âge des cailloux, la région en Tanzanie, on est vers 3 à 8 millions d'années, tout le monde pense que ce sont des traces d'australopithèques. Ça paraît fort logique, hein. Il y a pas... Mais en fait, ce n'est pas une preuve absolue. Et donc, en étudiant cette démarche, il semblerait qu'ils ne marchent pas complètement comme nous. Ben, ça, ce n'est pas très étonnant, il y a sûrement plein de façons de se tenir debout. Mais du coup, pour certains, eh bien, ce n'est pas l'australopithèque qui est peut-être directement, entre guillemets, on ne pourra pas tracer une filiation directe de toute façon, l'ancêtre du genre Homo. Il y en a qui ont trouvé des individus qu'on appelle Kenyanthropus platyops au Kenya, qui pourraient être, qui sont proposés comme plutôt des ancêtres potentiels plus crédibles, sauf qu'il y en a très peu. Pour certains, les Kenyanthropes sont des australopithèques. Donc, vous voyez, à nouveau, hein, il y a des discussions. Mais l'idée, c'est qu'avec le genre Homo habilis et rudolfensis, pareil, ceux-là, est-ce qu'ils sont totalement différents? C'est un vrai problème, mais c'est les plus vieux, donc on va être un tout petit peu après 3 millions d'années, hein, et il y aura des outils. Ça, apparemment, clairement, l'outil va être associé. Et donc, il y a notamment une industrie qui va être appelée l'industrie de l'Olduvai. Alors, moi, en outils, je ne m'y connais pas trop, mais j'ai pris des petits exemples simples. Hein. Je vais vous faire passer pareil. Là, je crois que c'est, il y a un vrai galet, mais l'autre, je pense que c'est quand même Donc une c'est à partir reproduction. de quand vous avez dit ça par contre? 1 million d'années. On est un petit peu après 3 millions d'années. D'accord. Hein, ce serait 2,8 Rudolfensis, 2,5 carrément pour Habilis. On va pas chipoter. Bah, surtout qu'en plus, normalement, je devrais vous donner des datations avec plus ou moins. C'est loin d'être précis. Enfin, mais si, ça allait quand même de manière... c'est quand même très intéressant, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Et là, ça, on ne peut pas... En plus, des fois, c'est... Soit on arrive à vraiment dater le fossile lui-même, mais souvent, on va dater les couches dans lesquelles on a trouvé le fossile. Donc, il y a toujours des possibilités que les couches aient été remaniées, des petites controverses. Mais souvent, c'est qu'on arrive plutôt à calculer l'âge des terrains dans lesquels on trouve le fossile. Hein. Parce qu'on peut dater des fossiles par des éléments radioactifs, mais enfin ça, ce n'est pas du tout le cas de la majorité des fossiles. Ils n'ont pas du tout tous de quoi nous donner ces infos. Mais des fois, bon, quand on a cela, ça permet de donner des ordres de grandeur pour un type, par exemple, de coquillage. Et après, quand on le retrouvera dans d'autres couches, on dira, ah bon, bah, comme ces coquillages, ils vivaient de temps à temps, ça veut dire que cette couche s'est formée de temps à temps. Hein, c'est souvent comme ça. On a un tout petit peu de datation qu'on appelle absolue, mais souvent la datation, elle est relative. On va interpréter les couches du dessus, les couches du dessous. Et éventuellement, si on peut, celles où on... Donc voilà, c'est pour ça qu'il peut toujours y avoir des questions. Donc au niveau des outils, les premiers, là, notamment l'industrie de l'Olduvai, c'est on a un galet, un percuteur, et puis on a un caillou où on va trouver un éclat qui est globalement assez rudimentaire, qu'on n'a pas tout de suite. C'est super joli caillou taillé, comme ce qu'on va appeler les bifaces. Donc là, je vous passe, vous avez le galet, puis vous allez avoir un autre caillou. Surtout l'autre caillou, vous sentez que, bon, bah voilà, quoi, il y a comme 2 éclats qui ont été faits. Mais ça, on le retrouve beaucoup, et puis ils peuvent être plus ou moins typiques. Donc voilà, on va associer le genre humain à l'outil, très vite. Mais ça, c'est pas Dubaï, ça, c'est à 7 millions d'années. Ah non, 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 ça c'est C'est Habilis, hein. Habilis, On est avec Habilis rudolfensis. Et Non, j'ai dit l'Olduvai, c'est pour ça, oui. Ah, oui. Oui, pardon. On parle de l'homme avec l'artefact ou ça ne va pas ensemble avec l'outil? Est-ce que vous utilisez l'homme, la notion d'homme, comme Homo habilis, lorsque vous apercevez des outils fabriqués? Bah, au départ, disons que, bon, là, il y a un questionnement. Au départ, on associe l'homme et l'outil, le genre humain, Homo, on va dire, à l'outil. Après, est-ce que les australopithèques en ont eu? Il peut y avoir des questions, mais ils ont pu copier parce qu'à un moment, tout ça cohabite. Hein. Je vous dis, les australopithèques, ils disparaissent il y a 1 million d'années, donc ils ont connu les Homo habilis. Ils ont pu peut-être se croiser. Après, il y a aussi des découvertes qui ont été faites où il y aurait des outils peut-être de 3,3 millions d'années. Et là, a priori, une époque, on se dit, bah, est-ce qu'il y avait déjà du genre Homo à cette époque-là, ou est-ce que c'est qu'il y en avait quand même d'autres qui avaient déjà de l'outil? Vous voyez, c'est pareil. C'est pas si simple.
Même si pendant longtemps, oui, on a dit, bah, l'outil, il semble apparaître avec l'homme. En tout cas, ces outils-là. Voilà. Mais pareil, l'Omekui, c'est la région où on trouve ces outils. Quand vous avez des, entre guillemets, outils comme ça, qui sont juste des cailloux un peu cassés sur les bords, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui, par l'effet du hasard, dans un torrent, a eu la... Donc beaucoup vont quand même savoir analyser et vous dire non, non, ce n'est pas juste un caillou, mais ce n'est pas toujours évident. Après, si je vous montre des outils un peu plus taillés, là, bon, on ne va pas se dire que ça se trouve dans un torrent, là, ce que je vous mets dans la main, l'autre à côté. Là, vous avez déjà une symétrie. Hein. Alors, ce n'est peut-être pas des complètement super bifaces, super taillés, mais là, on est après déjà. Ça, ce que vous avez dans la main, et pour moi, c'est le moment important, là, pour que j'avance un peu, c'est il y a quelque chose, il y a quand même des découvertes très importantes qui vont se faire autour de 2 millions d'années. Là, moi, j'ai un petit crâne d'adolescent. Alors lui, pareil, hélas, j'en ai qu'un. Qu'on appelle, bah tiens, je vais en profiter, je vais vous le passer à vous. Voilà. Hein. Vous verrez qu'il a encore une face quand même très penchée vers l'avant. Hein. On n'est pas encore. Lui, on l'appelle, c'est le garçon du lac. Ah oui, je vous ai donné la mâchoire en plus. La mâchoire. Ouais, ouais. Le garçon du lac Turkana. On va l'appeler Homo ergaster. Donc on est autour de 2 millions d'années. Et là, vous avez des individus qui ont une bipédie vraiment très proche de la nôtre, qui ont des outils comme ça qui vont très vite commencer à être symétriques. On n'est pas encore biface, mais avec une symétrie développée. Et donc là, c'est un peu, on l'appelait l'homme artisan pour ça. Hein. Alors, là, il commence à y avoir plein d'ambiguïtés, parce qu'au début, on a toujours appris, l'un des tout premiers après habilis, etc., c'était Homo erectus. Et Homo erectus, ça va être un groupe qu'on va plutôt trouver très vite en Asie. Et donc, à un moment, on parlait des erectus africains, des erectus d'Asie. Et donc, finalement, ergaster, c'est un peu peut-être une façon de... Voilà, ergaster, c'est en Afrique. Et erectus, on va peut-être plus le réserver à une évolution ultérieure en Asie. Mais après, il y a d'autres problèmes qui vont se poser, parce que donc, ergaster, on est vers 2 millions d'années, et puis à un moment, pour l'instant, il est toujours en Afrique. Et à un moment, on va découvrir qu'il y a des individus qui vont enfin bouger, vraiment, sortir d'Afrique. Et là, on va être vers 1,8 million d'années. On sort d'Afrique, on remonte par le Proche-Orient, vous tombez à peu près sur, vous allez avoir l'Arménie, tout ça, et la Géorgie, le Caucase, les montagnes du Caucase. Et là, en Géorgie, à Dmanisi, on a trouvé beaucoup de fossiles, c'est-à-dire en plus plusieurs individus, ce qui laisse entendre quand même que c'était un beau groupement. Qu'au début, on a associé très vite, on se disait peut-être des erectus, etc. Puis non, ils ont vraiment une apparence particulière, et on va les appeler Homo georgicus. Et eux, c'est eux qui auraient plus tard colonisé l'Asie autour de 1,6 million d'années et donné peut-être ou être liés à Erectus. Alors ergaster, Georgicus, le problème, c'est est-ce que je vais l'associer à ergaster ou peut-être même à habilis? Parce que quand on commence à regarder les volumes de cerveau, je crois qu'ergaster, on va être peut-être vers les 800 cm3, les Georgicus ont peut-être un cerveau un peu plus petit. Donc peut-être les habilis. Donc vous voyez, on commence déjà à avoir du mal à tisser tous les liens. Mais on a quelque chose d'hyper important. C'est une première sortie d'Afrique vers 1,8. Après, on va avoir Erectus qui va se mettre à se développer totalement en Asie. Bon, pendant longtemps, tout ce qui est en Asie, on appelle ça Erectus. Et puis évidemment, on se doute bien que, même si ça vient d'ergaster ou d'habilis, ils ne sont pas allés qu'en Géorgie-Asie. Il y a bien un moment, ils vont aller en Europe. Et là, on ne connaît pas trop le chemin qu'ils ont pris. On va trouver très vite plusieurs types d'individus en Espagne, dans un gisement qui est devenu célèbre, qui s'appelle Atapuerca. Et Atapuerca, je crois que j'en ai quelques-uns. Alors, vous vous en sortez avec les fossiles que je vous passe ou ça va trop vite? Ouais, le problème, c'est qu'en plus, comme on est à distance comme ça, c'est pas... Excusez-moi, ergaster, ça veut dire quoi? Je sais pas. Artisan, je crois. L'homme artisan. Alors qu'Erectus, c'est l'homme dressé, debout. Enfin. Donc il y a une évolution plus rapide avec Erectus parce qu'il peut aller plus vite ou il n'y a pas ça? Non, ça, je ne sais pas si on peut le... Là, l'évolution, elle n'est pas... Est-ce qu'elle est plus rapide en plus? Dans quel sens vous diriez ça? L'évolution plus rapide. Parce qu'il est plus bipède, je ne sais pas, il va plus vite, il a des muscles plus importants. Alors, il y a clairement des choses comme ça. Je sais que j'ai vu passer à un moment quelque chose qui évoquait même qu'ergaster aurait pu avoir des capacités à plus facilement migrer.
notamment pour des histoires qui seraient moins velues sur les jambes. Donc là, c'est les gens qui analyseraient les traces des vaisseaux sanguins qui nourrissent les poils. Hein. C'est pointu. Je ne sais pas à quel point... mais l'idée, c'est que oui, ils ont pu, de toute façon... La sortie d'Afrique, déjà, on ne sait pas vraiment pourquoi. On peut imaginer un moment qui suivait peut-être des animaux qu'ils allaient peut-être chasser, parce que c'est vrai qu'avec Ergaster, on commence à passer au côté chasseur-cueilleur. Clairement, il y a un changement de régime. Hein. Quand on va commencer à trouver des bifaces qui font des lances, des flèches, il y a sûrement de la chasse. Après, au début, ça peut être pour se défendre, mais clairement, à un moment, on voit aussi avec les dents, voilà, il y a un régime qui devient plus omnivore. Mais même, ils auraient pu suivre peut-être des plantes qui, elles aussi, finalement, colonisent de nouveaux territoires. On ne sait pas, mais peut-être aussi qu'ils ont quand même développé une curiosité qui fait qu'ils ont eu envie d'aller voir un nouveau territoire. C'est très difficile, ça, de raconter pourquoi. En même temps, c'est ce qui est beau, hein, c'est que du coup, on va pouvoir imaginer peut-être qu'ils avaient la bougeotte, une envie de découverte, en disant « et qu'est-ce qu'il y a là, au-delà de la mer Rouge ?» Je ne sais pas. Il y a eu des histoires aussi avec le climat aussi. Peut-être aussi, voilà, hein, c'est pour ça que... Mais... à un moment, on constate ça. Et puis surtout, voilà, on a des spots, parce que pour l'Espagne, par exemple, au début, on va trouver des individus. Globalement, on va dire qu'il y a un groupe. Ben, je vous le passe, tiens, ceux qui sont là. Hop, prenez-le. Voilà. Là, c'est un Atapuerca de 800 000 ans, à peu près, on dit Atapuerca, il commence. Enfin, ceux-là qu'on va appeler Heidelbergensis, parce qu'en fait, on va les relier à des individus qu'on a trouvés en Allemagne, mâchoire de Mauer, près de la ville d'Heidelberg. A priori, l'homme de Totavel serait aussi un Heidelbergensis. Et tous ces individus, en gros, hein, européens, on va les appeler, on les regroupe comme ça assez facilement, comme pré-néandertaliens. En gros, ils précéderaient Néandertal en Europe. Sauf qu'à un moment, on va trouver en Espagne un autre antécesseur qui est beaucoup plus ancien que 800 000 ans. Donc l'idée, c'est que déjà, voilà, on se dit, ah ben non, finalement, c'était peut-être encore plus tôt qu'il y a eu des groupes en Europe. Alors comme tout est en Espagne, on peut imaginer qu'ils sont passés par le détroit de Gibraltar. Mais on pouvait aussi se demander, après tout, s'il y en avait en Géorgie, est-ce que Georgicus n'est pas allé voir l'Europe? Et au bout d'un moment, il y a eu des recherches qui ont été faites. Alors déjà, il y en avait un qui embêtait tout le monde en Grèce, qui s'appelle l'homme de Petralona, parce que justement, les problèmes de datation, il y en a qui disent qu'il a 400 000 ans et d'autres qui disent qu'il a 800 000 ans. Et donc ça change tout. S'il avait 800 000 ans, il pourrait être un des premiers à sortir, voilà. S'il a 400 000 ans, non. Et finalement, on va trouver en Turquie des individus, l'homme de Kosabas ou à Denizli, un individu qui est, je crois, à 1,4 ou 1,2, donc plus ancien. Donc est-ce qu'il y aurait une voie par la Turquie? Mais quand on analyse cet individu, apparemment, il n'est pas très proche des Georgicus, mais plutôt des Ergaster. Donc avec tout ça, c'est pas facile de faire un scénario, mais déjà, on pourrait se dire qu'il y a peut-être eu plusieurs voies de sortie d'Afrique. Et pourquoi pas? Il y aurait plusieurs tentatives en Europe, ou alors des individus qui retournent en Afrique. C'est vrai qu'on ne l'envisage jamais dans ce sens, mais il y en a peut-être qui sont revenus. Donc vous voyez que, voilà, nous on a des spots, avec des années, des espèces. Et puis maintenant, on a tendance à multiplier les espèces. Moi j'avoue que des fois je m'y perds un peu. Hein. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, Heidelbergensis, c'était un peu typiquement européen, mais maintenant, des fois, il y a des gens qui parlent d'Heidelbergensis en Afrique. Mais après tout, peut-être que ces Heidelbergensis se retournaient en Afrique. Mais est-ce que ce n'est pas une autre façon d'appeler des Ergaster, etc. Donc, vous voyez, là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on a des scénarios. Mais en gros, globalement, vous voyez, l'Europe, l'Asie, l'Afrique commencent à être peuplées avec différentes espèces. Et puis après, si on veut un peu conclure, parce que je ne sais pas où on en est, moi qui ai l'habitude de toujours trop déborder, mais l'idée, c'est qu'au final, je ne vous ai pas passé mes bifaces. Alors là, c'est des copies, hein, vous allez vite sentir que ce n'est pas des vrais cailloux. Des jolis petits bifaces comme outil, où là, hein, on voit que c'est taillé cette fois. Là, vous avez la pointe, la feuille de laurier presque. C'est encore plus fin, les feuilles de laurier, mais voilà. Et donc, finalement, après, ben, on va peu à peu. En Asie, on reste généralement avec le nom Erectus. En Afrique, on va voir émerger Sapiens. Alors, Sapiens, pendant longtemps, c'était 200 000 ans en Afrique de l'Est, mais là, il y a eu des découvertes au Maroc. Il y aurait des Sapiens de au moins 300 000 ans. Et on aura Néandertal en Europe. Puisque je vous ai dit, Heidelbergensis sont les pré-néandertaliens. Et là, à nouveau, il va y avoir une deuxième sortie d'Afrique, entre guillemets, celle des Sapiens. C'est là que Sapiens aurait croisé Néandertal au moment de sa sortie. C'est-à-dire qu'en fait, Néandertal, on l'associe toujours à l'Europe. Mais des Néandertaliens, on va en trouver en Irak, en Israël, on en a trouvé récemment même presque jusqu'au Kazakhstan. Donc, ils sont allés presque en Asie. Et donc, à un moment, Néandertal, vers le Proche-Orient, il y en a.
et il va croiser Sapiens. Déjà, on sait qu'il y a des grottes où ils se sont succédés, à Kafzé, en Israël, on trouve des grottes où régulièrement il y a eu soit des... Et il y a des individus où on se demandait déjà si ce n'était pas des hybrides, s'il n'y avait pas eu des bébés qui avaient été faits entre Néandertal et Sapiens. Et puis avec la découverte de la génétique, on va découvrir que oui, on aurait de 1,5 à 4% de gènes de Néandertal en nous. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que les populations qui ont le plus de gènes de Néandertal, c'est les populations d'Asie, d'Europe, d'Amérique, en gros toutes sauf l'Afrique. Sous-entendu, en Afrique au départ, je n'ai pas de raison d'avoir de gènes de Néandertal puisque les rencontres entre Néandertal et Sapiens se font au moment où Sapiens quitte l'Afrique, en passant par le Proche-Orient. Et comme il va coloniser tout le reste, il emporte avec lui partout ces gènes de Néandertal. Mais si les choses en étaient restées ainsi, en Afrique, il n'y aurait absolument pas de gènes de Néandertal. Bon, après, on connaît l'histoire, hein, mondialisation, colonisation, forcément qu'en Afrique, on va avoir des gens qui ont des gènes de Néandertal. Mais globalement, ils en auraient moins en proportion. Hein, des tribus qui n'en auraient pratiquement pas. Donc, il y a même après, hein, quand on rentre dans les détails, il y a peut-être eu 2 croisements possibles. Enfin voilà, c'est pas hyper précis. Mais quand on arrive avec la génétique, on arrive carrément à la fin avec un nouvel individu qui rentre en jeu. Et là, moi, je ne vous le montrerai pas. Je ne vais pas vous passer une copie de crâne, parce qu'il n'y en a pas. On l'appelle Denisovien 6, du nom d'une petite grotte d'une région de Sibérie, Denisova. On va trouver un petit bout de phalange de doigt, un tout petit bout d'os du doigt. Il y a du génome dedans, et bam, c'est une nouvelle espèce. Ce n'est pas du Sapiens, ce n'est pas du Néandertal. Je ne vous ai pas donné les dates. Hein. Si Sapiens, je vous ai dit 300 000 ans, Néandertal, c'est probablement un tout petit peu avant, mais autour de ces zones-là, 350 000, 400 000 peut-être. Hein. Et donc, Denisova, qu'est-ce qu'on trouve? Alors maintenant, ils ont peut-être trouvé une mâchoire, puis d'autres bouts de doigts, on commence à en avoir un peu plus, peut-être qu'à un moment, on aura un crâne. Il serait peut-être quand même lié à Néandertal. Moi, j'espérais à un moment que Denisova, c'était peut-être une évolution de Erectus, parce qu'à ma connaissance, gène d'Erectus, on n'en a pas. C'est dommage. Ce serait génial d'en avoir, mais non. Donc, je me disais, mais non, apparemment, ça pourrait être quand même quelque chose qui est relié à l'histoire de Néandertal. Alors là, je vous donne en mille, il y a un truc génial, c'est qu'on va trouver des gènes de Denisova chez des sapiens. Ça veut dire que même avec eux, on aurait fait des bébés. Mais là, on les trouve en Océanie. C'est-à-dire c'est Australie, Nouvelle-Zélande. Donc le rapport avec la Sibérie n'est pas vraiment évident. Vous voyez ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être les sapiens qui vont aller coloniser l'Océanie, donc a priori, les premiers sapiens en Australie, c'est il y a 65 000 ans, ils auraient croisé en chemin des Denisoviens et qu'ils auraient fait des bébés, et les autres n'auraient pas trop croisé des Denisoviens. C'est-à-dire que c'est peut-être se dire, ouais, mais à l'époque, on n'est pas nombreux, quoi. Il y a des petits groupes de population, ils ne sont pas obligés de tous se rencontrer tout le temps, communiquer ensemble, et peut-être que, voilà, il y a... Ou sinon, il faudra trouver d'autres explications. Vous voyez, encore du boulot. Hein, mais en même temps, on commence à voir comment se dessinent les choses. Et puis, Sapiens, celui, quand il sort aussi, ça, on ne sait pas complètement l'expliquer, il va un peu remplacer tout le monde. Donc Sapiens, il sortirait vers 120 000 ans, peut-être même encore avant maintenant, d'Afrique. On va commencer à le trouver en Inde, tout ça, en Asie. 90 000 ans, je crois, on le trouve en Chine. 65 000 ans, c'est l'Australie. Vers 45 000 ans, 42 000 ans, il va débarquer en Europe. Et 28 000 ans, a priori, c'est la fin des Néandertals. Les derniers réfugiés au sud de l'Espagne vont disparaître. Donc on sent que sous la poussée de Sapiens, il y a une disparition. Est-ce que c'est vraiment sous sa poussée? Peut-être quand même un peu lié, oui. Et puis après, Sapiens, en revanche, il restera un continent, il va mettre du temps à y arriver, c'est l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais a priori, à partir de 23 000 ans, on a des traces de Sapiens en Alaska, donc il serait passé par la Sibérie. Hein. Et après 15 000 ans, vous en allez jusqu'au Chili. Donc vous voyez, peu à peu, Sapiens va conquérir toute la planète. Et l'idée, c'est qu'il y a un peu quand même un schéma. Donc vous voyez, il y a une sorte de double sortie d'Afrique. Il y a d'abord des premiers qui sortent d'Afrique, puis Sapiens qui sort à nouveau d'Afrique. Mais je vous ai un peu mis là toutes les questions qu'on peut avoir. Parce que demander, en fait, quand on parle de type caucasien, en fait, on parle de quoi? Parce que ça fait référence à... Type caucasien, après, là, je pense que c'est plutôt réservé à Sapiens, quand on va parler après du fait qu'on a ce qu'on appelle les phénotypes. Phénotype, c'est l'apparence extérieure, où on n'a pas les mêmes couleurs de peau, voilà. Les yeux bridés ou pas, des choses comme ça. Donc souvent, pour moi, le type caucasien, quoique, ouais, moi je l'entends comme ça.
Après, justement, ce qui est frappant, c'est que vous avez tous touché les crânes. Les sapiens, quelle que soit leur couleur de peau, ou etc., leurs yeux bridés ou quoi, ils ont le même crâne. Ils sont sapiens. Alors que là, on voit que les autres, ils ont l'air d'avoir plein de variations, parce que ça pose plein de questions, le fait qu'on fasse qu'il y ait des gènes de Néandertal. En théorie, biologiquement, à l'heure actuelle, une espèce, ils ne savent pas faire des bébés ensemble, ou alors les bébés sont stériles. C'est un peu ça, normalement, l'espèce. Il faut être... Et là, on voit que non. Donc, soit on ne va pas rechanger tous les noms en disant tout ça, c'est pas. Puis, de toute façon, on voit au caractère anatomique qui sont différents. Donc, c'est pas. Oui, ça ne doit pas être la même espèce. Donc, du coup, en plus, on joue sur deux définitions. Parce que pour moi, la définition biologique, elle est presque imparable. Prenez deux mouches, elles se ressemblent, elles n'arrivent pas à faire de bébé. En fait, c'est deux espèces différentes. Si on le fait plusieurs fois, parce qu'il y en a peut-être qui pourraient être stériles, mais voilà. L'idée, c'est un peu ça. Comment on joue avec ça? Mais on n'a pas le choix, on va garder. Il y a toute une histoire des découvertes et des comparaisons en paléontologie qui fait... Parce que souvent, moi, ce qu'on me dit aussi en exposé, quand on me parle de sapiens, on me dit sapiens, sapiens. Alors maintenant, moi, je dis tout le temps sapiens, parce qu'à un moment, on disait sapiens néandertalensis. Donc on se mettait un deuxième sapiens, parce que nous, on était sapiens, sapiens, il y avait sapiens néandertalensis. Maintenant, non, on considère que c'est homo néandertalensis, et donc du coup, nous, on n'a qu'un sapiens. Au passage, comme sapiens, c'est la sagesse, il vaut mieux qu'on nous en mette qu'un, parce que deux, c'est pas très crédible, quoi. Hein, mais bon, blague mise à part, voilà, il y a plein vous voyez, de questionnements. Puis même après, ce qui est génial, c'est heureusement, enfin, on a complètement revu aussi les visions de ces ancêtres, comme si Sapiens était le seul intelligent. Donc il y avait la grosse brute Néandertal, alors que maintenant on sait que Néandertal, c'est le premier à enterrer ses morts quand même. C'est peut-être même arrivé avant. Première sépulture, ça, c'est un changement majeur. D'imaginer un avant, un après, enfin, voilà. Il y a peut-être déjà des traces de mains dans des grottes, peut-être pas des dessins, mais on voit leurs outils sont ultra fins, perfectionnés. Enfin, voilà. Néandertal, il était plus robuste, ouais. Il y avait un côté plus massif. Souvent, on dit que le rapport Néandertal-Sapiens, c'est un peu comme aujourd'hui les Inuits. Alors, les Inuits, ils sont sapiens, hein. Mais il y a un côté, donc on a souvent présenté ça comme une adaptation au froid. Ils ont un nez plus large. Voilà. Et ça peut-être aussi lié à d'autres facteurs. Mais on voit qu'il était effectivement adapté. Donc, après, oui, caractère caucasien, c'est quoi alors? C'est peut-être caractère georgicus, hein. J'en sais rien, non. Non, mais je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'après, il y a l'apparence. Ce qu'on appelle le phénotype, l'expression des gènes, elle peut être très variable. Et ça, même ça, on ne l'explique pas. Moi, des fois, on me demande pourquoi les yeux bridés. Je ne sais pas si on a une réponse. Et je crois qu'il y a des tentatives. On a parlé de vent de sable, de je ne sais pas quoi. Souvent, quand on ne sait pas, il y a un argument qui est souvent utilisé et qui n'est pas totalement idiot. C'est on se dit, c'était peut-être que ça séduisait plus un nouveau caractère et donc c'est une préférence sexuelle. Donc peut-être que les yeux bridés, quand on pense que malheureusement les jeunes filles maintenant chinoises, des fois elles veulent se débrider les yeux, elles feraient mieux de se rappeler que peut-être à une époque c'était quelque chose, je ne sais pas du tout. Hein. C'est l'idée que pour moi un caractère, il n'apparaît pas avec un avantage. Ça peut devenir un avantage. La plupart des mutations, elles sont neutres. Et elles peuvent disparaître statistiquement ou rester. Et puis après, devenir si c'est un inconvénient, on va très vite. Pourquoi? Ça risque de pas trop se propager, ça c'est certain. Mais voilà. Et donc l'idée, c'est... Moi, des fois, pour jouer, je dis, pourquoi Sapiens a un menton? Peut-être qu'il y a des manières de l'expliquer, mais il faudrait dire c'est juste pour tenir nos masques ou pour jouer à je te tiens, tu me tiens, vous voyez. C'est pas forcément évident qu'il y ait un intérêt à tel ou tel type d'évolution. Souvent, sur les mutations majoritaires, elles sont sur des molécules, quoi. On les voit même pas. Mais après, effectivement, le problème, l'apparence, donc c'était lié un peu au racialisme, hein, l'idée caucasien et tout, l'idée qu'il y aurait eu des races différentes. Si on prend les crânes, ce qui est frappant, c'est que, voilà, il y a un côté ubiquiteux de ce crâne-là, qui est très net. On a vu que Néandertal, j'ai entendu dire qu'il avait les yeux bleus. Plus particulièrement. On aurait les yeux clairs, ouais, les cheveux roux, la peau claire, tout à fait. Par les gènes. Donc c'est vraiment une histoire de race, là on est vraiment dans un type... vraiment... De mutation qui permet des nouveaux... Alors il faut savoir que la couleur de la peau, apparemment il y a eu plein de gènes qui ont intervenu, il y a eu plein de moments, différents gènes qui ont changé. C'est pas lié qu'à Néandertal, hein, même chez Sapiens, il y a tous les nuanciers possibles. C'est phénoménal. Mais après, ouais, mais c'est pour ça qu'on dit que Néandertal aurait donné des gènes qui rendent plus sensibles au diabète. Donc là, maintenant, on vient de sortir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être quelque chose
liées au Covid, qui n'existaient pas sous cette forme, mais enfin voilà, et des réactions immunitaires. Donc il a pu nous passer des gènes sympas et des gènes moins sympas. Et c'est pour ça qu'effectivement, le Néandertal, il a des nouveautés. Maintenant, ces nouveautés, si vous voyez chez Sapiens, où les couleurs de peau sont possibles, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas la même espèce. Vous voyez, on pourrait avoir ces variations de taux de mélanine dans la peau sans changer d'espèce. La preuve, chez Sapiens, on est tous la même espèce, et pourtant, il y a un nuancier. Mais ça, c'est parce que c'est différentes mutations qui sont additionnées dans la répartition des pigments qui colorent la peau. Donc c'est pour ça que moi, je ne parlerais pas... C'est-à-dire, la race en soi, si ça n'était pas récupéré politiquement ou autre, je peux comprendre l'idée. C'est oui, nous avons des phénotypes différents. Il n'y a pas un seul... mais pour autant, on est tous de la même espèce. Et donc, il y a pas... En tout cas, le problème avec la race, c'est que tout de suite, ça devient, il y en a une qui est mieux qu'une autre, quoi. Et là, on ne voit pas pourquoi. Mais comme vous les expliquez, deux espèces qui se ressemblent et qui ne se reproduisent pas, c'est leur caractère qui les différencie. Elles ne peuvent pas se reproduire. Ça serait celui-là. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté pour certaines mouches qui se ressemblent tellement qu'on pourrait croire que c'est les mêmes, et puis ben non. Après, voilà, c'est l'histoire de l'âne et de la jument. Ils peuvent faire des bébés, hein, mais le bébé est stérile. Donc on dit c'est déjà deux espèces, cheval et âne, parce que... mais il y en a qui ont proposé ça pour Néandertal sapiens, c'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle la spéciation en anneaux, donc spéciation c'est une nouvelle espèce. Ça existe chez les oiseaux. Moi je le fais genre plan de Paris, il y a ceux du centre, puis il y a la première couronne, puis il y a la deuxième, la troisième. Ceux du centre, ils peuvent faire des bébés avec ceux de la première couronne, qui est encore assez proche. Mais ils ne peuvent pas faire des bébés avec ceux de la deuxième couronne. Mais ceux de la première couronne, ils peuvent faire des bébés avec ceux de la deuxième couronne. Donc en gros, l'idée, c'est plus on s'éloignerait du sens, plus on s'éloignerait de l'origine, entre guillemets, mais entre proches, variants, on peut faire des bébés ensemble. Et donc l'idée, c'est pourquoi pas les Néandertals du Proche-Orient étaient peut-être encore proches de, je sais pas, je vais dire un peu de ce qui serait le ergaster commun aux Sapiens, donc pourraient faire des bébés avec Sapiens, parce qu'il apparaît clairement que quand Sapiens débarque en Europe vraiment, il y a 42 000 ans, il ne fait pas des bébés avec des Néandertals. Parce que là, probablement, les Néandertals qui étaient très loin, qui ont évolué très loin en Europe, ne seraient pas compatibles génétiquement. Mais ça, c'est des suppositions qu'on peut avancer en regardant des modèles avec les oiseaux. Après, est-ce que c'est ça hein, compliqué hein. Et la disparition de Néandertal, est-ce que c'est les hommes? Est-ce qu'on est coupable de cette disparition? Où ça en est? Parce qu'on a parlé de maladies. Oui, on a parlé de maladies, on a parlé aussi... de proie aussi. Il y a eu plein, et je pense qu'il y a plein d'hypothèses. Il y en a qui disent qu'un seul facteur semble ne pas pouvoir expliquer, donc il faudrait les cumuler. Donc la possibilité d'apporter des maladies, comme on le voit bien avec, même sans passer le Covid, hein, les conquistadors, ils ont apporté la syphilis ou je ne sais plus, la variole, et ça a décimé les Amérindiens. Mais moi, j'ai cru voir aussi qu'il y avait l'idée que génétiquement, ils s'isolaient énormément déjà entre eux, les Néandertaliens, et donc il y avait commencé à y avoir comme ça une espèce de... un caractère trop consanguin qui déjà les amenait à ne pas tenir le coup longtemps, et peut-être que sous la pression de l'arrivée de Sapiens, ça a été accéléré. On ne sait pas, c'est très difficile de... Voilà, on n'a pas des charniers immenses qui auraient été découverts pour montrer que Sapiens était super belliqueux et avait massacré tout le monde. Donc, vous voyez, à chaque fois, on n'a pas d'argument pour dire comment. Parce que finalement, moi, on pourrait dire la même chose pour l'Asie. Pourquoi peu à peu Sapiens, il va vraisemblablement supplanter Erectus? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, c'est que comme les êtres humains, ils n'étaient pas nombreux au départ, ouais, en plus. Donc il y avait forcément de la consanguinité dès le départ. Oui, donc là, l'idée, c'était parce qu'il faisait... Oui, je suis d'accord dans cette idée-là, mais là, il y avait quand même un nombre assez important. Ce qui semblerait, par certains Néandertaliens, c'est qu'il y avait des petits groupes isolés qui faisaient même pas de bébés avec les Néandertaliens d'à côté, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils s'isolaient... voilà, il y a cette possibilité. Peut-être. Oui, ils y parlaient aussi du territoire et de la proie. Ils étaient tous les deux sur la même position. Il y a eu l'idée peut-être que si Sapiens était plus performant, voilà, il aurait pu aussi très vite exercer une pression qui fait que peu à peu les autres... On peut imaginer plein de choses. Moi, j'avoue que je ne saurais pas... Je pense que c'est encore très discuté, très étudié. Et là, moi, je ne vous en dirai pas plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que je sais, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à définir un événement très net, quoi. Genre, bah ouais, il faisait plus de bébés que tout le monde, ou il a massacré tout le monde. Ils ont fait des nouvelles découvertes toutes récentes, là Bah, je pense qu'il y en a tout le temps, des découvertes. Après, il faut
faut suivre. Après, le problème, hein, souvent, maintenant, c'est que des découvertes, on vous les donne tout de suite avec Twitter, mais après, il faut savoir ce que ça représente, quoi. Oui, Donc là, il y a des années de travail, des fois, avant qu'on s'aperçoive que quelque chose qui a été annoncé avec tambour et trompette Oui, parce que des fois, il y a des n'était remises en peut-être pas question. si révolutionnaire Oui, que ça. il y a Donc des moi, remises en maintenant, question. des fois, je me méfie de... Mais oui, en revanche, je pense que oui, régulièrement, il y a des découvertes importantes. Là, on a vu beaucoup de crânes, mais par exemple, sur les derniers 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, est-ce qu'on voit des différences aussi, moins fortes, bien sûr, mais sur les crânes? Ça continue à évoluer. Ah, en détail, alors là, moi, là, je suis complètement coincé. Maintenant, je peux en profiter parce qu'il se trouve que dans le public, quand même, avec vous, on a une spécialiste, et beaucoup plus spécialiste que moi. Moi, je suis médiateur scientifique qui a étudié et qui est plutôt dans le récent, mais alors peut-être pas aussi récent que ça, mais qui peut peut-être répondre. Ben, c'est toujours un peu difficile parce que c'est difficile de voir la microévolution à une échelle un peu vaste. Mais quelque chose qu'on peut voir dans nos sociétés industrialisées, par exemple, c'est le fait qu'on a de moins en moins de place dans notre système masticateur, justement, pour avoir toutes nos molaires qui sortent. Souvent, on se fait enlever la troisième molaire, la dernière molaire, les fameuses dents de sagesse. Voilà, donc ça montre bien qu'on est encore sur un processus de gracilisation de la face. C'est pas le résultat d'un changement de l'alimentation. Alors si, ça joue également, mais comme vous avez vu, la grande tendance au cours de l'évolution, c'est augmentation de la taille du cerveau et réduction du volume de la face, donc ce qu'on appelle le processus de gracilisation. Et en fait, on a l'impression qu'il se prolonge, qu'on le subit toujours aujourd'hui, avec peut-être un facteur qui sera un facteur qui va aller dans le même sens, celui de l'alimentation dont vous parlez. J'ai l'impression qu'on reste toujours omnivore, mais qu'on est certainement un petit peu moins carnivore que l'on l'a été à une certaine époque. Ça, c'est difficile à dire. Encore une fois, c'est difficile parce que quand on parle des fossiles, on a peu de fossiles pour un très vaste territoire. Et si on parle de nous et nos contemporains, on est très nombreux, mais on a des comportements, des modes de vie et puis surtout des soins qu'on apporte, une capacité à l'hygiène, à la santé, etc., qui est très différente si vous prenez de populations dans des conditions... Bah oui, très... Donc en fait, c'est difficile à partir d'aujourd'hui de faire de la macroévolution parce que c'est vraiment très spécifique à différentes sociétés, quoi. Mais c'est quand même, je trouve, assez intéressant de voir quelque part, il y a une tendance dans l'évolution qu'on suit. Et on a l'impression aujourd'hui d'en subir encore les effets. Et par exemple, par rapport au volume endocranien, au volume du cerveau, c'est intéressant de voir que quand on est chez les premiers sapiens ou les néandertaliens, comme vous disiez tout à l'heure que le volume du crâne, enfin, vous aviez 2 crânes d'un volume assez important, ce n'était pas forcément facile de faire la différence d'ailleurs. Eh bien, ces volumes endocraniens, ils sont entre 1500 et 1700 cm3. Mais nous, là, on a une tendance générale à la réduction du volume endocranien. On a un cerveau plus compact, on pourrait dire, plutôt autour de 1500 cm3. Et ça, on ne sait pas trop l'expliquer. Si ce n'est peut-être dans ce phénomène général de gracilisation. Et encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne présume en rien des capacités intellectuelles ou de l'intelligence des individus, hein, mais il y a une forme de compaction de notre cerveau. Mais c'est toujours difficile de faire le grand écart entre la macroévolution sur 7 millions d'années, la microévolution sur le petit siècle qui nous précède, quoi. Non, parce que nous, des fois, on fait des blagues là-dessus, mais il ne faut pas les prendre au sérieux. On dit, bah voilà, l'histoire des dents, on disait, bah, c'est à force de manger des hamburgers, quoi. Machin, on a besoin de moins. Ou alors le cerveau, c'est à force d'avoir des ordinateurs, forcément, travailler à notre place. On voit bien que c'est pas lié, c'est beaucoup plus ancien que c'est... C'est parce qu'on utilise mieux ce cerveau. On a besoin dans la nature, il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaissait pas, la vigilance et tout ça, et maintenant on utilise mieux Oui, mais comme vous disait madame, ça peut être aussi une tendance à la gracilisation de toute façon, qui est peut-être là
depuis longtemps dans l'évolution du type de primate qu'on est. Mais si on va jusqu'au bout, on va avoir Ouais. une petite Ah bah tête, ça, je sais alors, pas. Ouais. Faut qu'on se fasse congeler, qu'on revienne dans 20 millions d'années. Moi, c'est ce que je dis souvent, même en tectonique. Moi, j'adorerais, en même temps, j'aurais très peur de voir le monde dans... C'était très gros, fut une époque. Ouais. Ils sont petits et ils sont encore plus puissants. Mais c'est sûr que notre évolution, il faut la compter aussi comme technologique et culturelle. Ouais. Parce qu'il y a une Ah oui. espèce de rétroaction de ce qu'on invente sur notre morphologie. Exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, des ordinateurs, etc. Et ça nous permet beaucoup de soulager notre cerveau de ces fonctions qui étaient des fonctions justement de connaissance, on stockait de l'information. Aujourd'hui, tout le monde fait Wikipédia quand il cherche une information, mais sur son smartphone, et donc ça déleste le cerveau de cette fonction-là. Donc on l'occupe à autre chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est dans le bon sens, mais en tout cas, il y a ce jeu aussi avec la technologie qui va rentrer dans notre évolution. On s'arrête là? En tout cas, c'est passionnant. Questions? Bah, merci beaucoup. C'est très vaste, extrêmement vaste.